Furcy Madeleine. Pour beaucoup, ce nom évoque une figure presque mythique. L'esclave révolté de la Réunion, un grand symbole de la lutte pour la liberté. Oui, mais quand on plonge dans les archives, on s'aperçoit que l'histoire qui a été redécouverte il y a à peine 20 ans est infiniment plus complexe. Plus étrange même, et beaucoup plus intéressante que le symbole en fait. Vous mettez le doigt sur le paradoxe. On a cette image d'Épinal, mais les sources nous racontent une toute autre histoire. C'est l'histoire d'une stratégie, d'une revendication d'identité très spécifique. Et c'est justement notre mission aujourd'hui. On va essayer de laisser de côté la légende pour retrouver l'homme, avec toute sa complexité. En s'appuyant uniquement sur les faits. Exactement. On va se baser sur les archives du procureur Louis-Gilbert Boucher, qui ont tout changé en 2005, et sur les travaux d'historiens comme Suppi Baudy ou Gilles Gérard. On va donc décortiquer 3 points qui bousculent vraiment tout. D'abord, qui est-il? Ses origines sont la clé. Absolument. Ensuite, ce qu'il est devenu après sa libération. Et là, il y a une surprise de taille. Et enfin, on verra la vraie portée de sa victoire en 1843, qui est bien plus subtile qu'on ne le pense. C'est ça. Alors commençons par le début. L'image qu'on a, c'est celle de l'esclave moire, d'origine africaine. Or, les archives, elles, dressent un portrait radicalement différent. Qui est vraiment Furcy? Pour comprendre Furcy, il faut d'abord comprendre sa mère, Madeleine. Son histoire à elle est déjà un drame juridique à part entière. Ah oui, Elle naît libre vers 1759, à Chandernagor. C'était un comptoir français en Inde. Et elle est probablement issue d'un milieu indo-portugais. C'est un détail qui aura son importance. née libre en Inde. Mais alors, comment est-ce qu'elle se retrouve esclave de fait à des milliers de kilomètres de là, à la l'île Bourbon? C'est là que tout bascule. Enfant, elle est emmenée à l'île Bourbon, par une femme de la bourgeoisie coloniale, une certaine Madame Routier. D'accord. Et cette dame lui fait une promesse formelle. Elle la renverra en Inde quand elle sera majeure. Sauf que, cette promesse ne sera jamais tenue. Madeleine vit chez les routiers et elle est traitée en tout point comme une esclave. Elle est donc privée de sa liberté sur la base d'une parole non tenue. C'est une situation déjà très ambiguë. Très ambiguë et ça va se compliquer. En 1788, sa maîtresse, peut-être prise de remords, l'affranchit. Mais elle le fait par un acte secret, personne n'est au courant. Et surtout pas Madeleine, j'imagine. Surtout pas Madeleine. Elle ne l'apprendra que 20 ans plus tard, en 1808, à la mort de sa maîtresse, en fouillant dans ses papiers. Attendez, c'est incroyable. Elle a vécu 20 ans de sa vie d'adulte comme esclave alors qu'elle était officiellement libre. Exactement. Et le pire, c'est que son fils, Furcy, naît en 1786, en plein dans cet intervalle tragique. Donc il naît d'une mère née libre en Inde, mais qui est considérée comme esclave au moment de sa naissance, et qui, sans le savoir, sera affranchie 2 ans plus tard. Voilà. Vous voyez le casse-tête juridique, c'est le cœur de toute l'affaire Furcy. Un véritable imbroglio. Et lui, Furcy, comment il se positionne par rapport à tout ça? L'étiquette de CAF, le terme colonial pour une personne noire d'origine africaine. Il la refuse avec véhémence même. Oui, parce que ce n'est pas son histoire, ce n'est pas son identité, et surtout, ce n'est pas sa stratégie juridique. Alors que revendique-t-il? S'il n'est pas CAF, qu'est-ce qu'il est? Il met en avant son métissage. Il revendique ses origines indiennes par sa mère et européennes par son père, un colon blanc. Il y a cette phrase qu'il prononce devant les juges et qui résume tout. Il ne dit pas « je suis un homme », il dit « je suis né colon français et fils d'un Français ». La formule est très forte. Ce n'est pas une revendication d'humanité abstraite, mais bien d'un statut. Un statut juridique précis. Précisément. Et comme l'a montré l'historienne Suppi Baudy, c'est une stratégie redoutable. Son combat ne porte pas sur le principe de l'esclavage en général. Il ne dit pas l'esclavage c'est mal. Non. Il dit « l'esclavage des Indiens est illégal ». Il s'appuie sur un statut spécifique qui existait à l'époque et qui considérait les Indiens comme des sujets du roi de France et donc non esclavagisables. Il retourne la logique du système contre elle-même, quoi. Mais est-ce que cette stratégie, en se focalisant sur son cas d'Indien, ne risque pas d'une certaine manière de renforcer l'idée que pour les autres, pour les CAFs, l'esclavage était lui légitime? C'est une question absolument essentielle. De notre point de vue aujourd'hui, on peut y voir une forme de hiérarchisation. Mais pour un homme de son temps, c'était la seule faille juridique qu'il pouvait exploiter. D'accord. Il ne se battait pas pour une cause abstraite, il se battait pour sa vie, pour son statut, avec les seules armes que le droit colonial lui offrait. Le voir comme un héros de l'abolitionnisme universel, c'est un anachronisme. Cette stratégie est donc incroyablement audacieuse.
J'imagine que son maître, Joseph Laury, n'a pas dû apprécier. Comment il réagit quand Furcy lance son procès en 1817 ? Il réagit très très mal. D'abord, il le fait jeter en prison. Et puis, voyant que l'affaire prend de l'ampleur, il choisit une solution radicale, l'exil forcé. C'est-à-dire ? Il l'expédie à l'Île-de-France, qui entre-temps est passée sous administration britannique, et s'appelle désormais l'île Maurice. Le but est simple, l'éloigner de la Réunion et étouffer le procès. Il l'exporte en quelque sorte, mais Furcy arrive à se sortir de ça, Maurice. Juridique. Laury, dans sa précipitation, commet une erreur. Il envoie Furcy à Maurice clandestinement. Il ne le déclare ni à la douane, ni sur les registres du navire. C'est une déportation illégale. Et Furcy va s'en servir, j'imagine. Il va mettre du temps, mais oui. En 1829, il saisit les autorités britanniques. Et leur conclusion est pragmatique. Puisqu'il n'y a aucune trace légale de son entrée en tant qu'esclave sur le territoire, il n'y a aucune base légale pour le maintenir en servitude. Et donc il est déclaré libre. Il est déclaré libre. Il obtient sa liberté à Maurice bien avant la fin de son procès en France. C'est une première grande victoire. Alors que fait-il de cette nouvelle vie ? On imagine un homme qui va se consacrer à la cause abolitionniste. Et c'est là que la réalité historique vient percuter l'image du héros. Furcy, une fois libre, ne devient pas un militant. Il devient un homme d'affaires. Un homme d'affaires, ok. Et oui, il réussit très bien comme confiseur, il s'enrichit, il s'intègre à la société mauricienne, mais les archives, notamment les registres notariés, révèlent un fait que les récits héroïques ont longtemps préféré ignorer. Lequel ? C'est sans doute l'élément le plus dérangeant du dossier. Les registres sont formels. Entre 1832 et 1834, Furcy achète lui-même 2 esclaves. Pardon ? Je vais être sûre d'avoir bien compris. Furcy, l'homme qui s'est battu pendant plus de 10 ans pour ne pas être esclave, a acheté d'autres êtres humains. C'est un choc, mais c'est un fait documenté. Il devient, au moins pour quelques années, un propriétaire d'esclaves, juste avant que les Britanniques n'abolissent l'esclavage dans leur empire en 1835. Comment c'est possible ? Moralement, comment peut-on concilier ces deux facettes du personnage ? Il faut vraiment se garder de tout jugement anachronique. Ça nous dit que son combat à ce moment-là n'était pas une lutte contre le principe de l'esclavage. C'était une lutte pour son propre statut. Exactement, pour son extraction de cette condition. Une fois libre et ayant les moyens, il a agi comme les autres hommes libres de son milieu. Il a participé au système économique dominant, et ce système est esclavagiste. Ça ne diminue en rien la ténacité de son coma personnel, mais ça le complexifie terriblement. Il n'est pas une icône pure, c'est un homme de son siècle. D'accord, je comprends le contexte, même si ça reste profondément troublant, mais du coup, ça rend la suite encore plus énigmatique. S'il est libre propriétaire qu'il a réussi à Maurice, pourquoi continuer à s'acharner pendant 10 ans de plus pour ce procès à Paris ? Qu'est-ce qu'il cherche encore ? Et c'est là qu'on touche à la dimension la plus noble de sa quête. Sa liberté à Maurice, c'est une liberté de fait, obtenue sur une technicité administrative. Une erreur de son maître. C'est ça. Mais ça ne lui suffit pas. Ce qu'il veut, c'est la reconnaissance de son droit. Il veut que la plus haute justice du royaume de France reconnaisse l'injustice originelle. Il ne veut pas être libre par accident. Il veut que la loi dise qu'il n'aurait jamais dû cesser de l'être. C'est une quête de principe, une question de dignité. Réparer l'histoire. C'est exactement ça. La liberté qu'il a à Maurice est factuelle. Celle qu'il réclame à Paris est fondamentale, juridique et rétroactive. Et il finit par l'obtenir. Le 23 décembre 1843, après 27 ans de procédure, la Cour royale de Paris rend son arrêt. Et les mots employés sont, paraît-il, d'une importance capitale. Ils sont le point d'orgue de tout son combat. La Cour ne l'affranchit pas. Le jugement n'utilise pas le mot « affranchi ». La Cour déclare que Furcy est né en liberté. Est né en liberté. Pourquoi cette nuance est-elle si fondamentale ? Parce qu'elle change absolument tout. Être affranchi, c'est admettre qu'on a été légalement esclave. C'est une grâce qu'on vous accorde. D'accord. Mais être déclaré né en liberté, c'est affirmer que votre mise en esclavage était illégale depuis le premier jour. C'est une annulation. La justice reconnaît que, de sa naissance en 1786 jusqu'à ce jour de 1843, il n'aurait jamais dû être un esclave. C'est une réécriture complète de son existence légale. Ce n'est pas une libération, c'est la reconnaissance d'une usurpation. C'est la reconnaissance qu'un crime a été commis contre lui. Et ce n'est pas que symbolique. C'est ce verdict qui lui permettra ensuite de poursuivre les héritiers de Laury et d'obtenir une indemnisation très importante. 10 000 francs.
Ce n'est pas seulement la dignité, c'est aussi la justice réparatrice. Si on fait le bilan, l'histoire de Furcy, c'est donc celle d'un homme métis, qui a brillamment utilisé la faille de ses origines indiennes pour mener un combat titanesque. Un homme dont le parcours, même ses aspects dérangeants, nous force à regarder la société coloniale dans toute sa complexité. Absolument. Et dont la victoire, finalement, ce n'est pas d'avoir été libéré, mais d'avoir forcé la loi à admettre qu'il avait toujours été libre. C'est ça. Et c'est fascinant de voir comment, après 2005, le mythe s'est reconstruit très vite. Cette histoire pleine d'aspérité a été lissée. On a même inventé des légendes, comme le fait qu'il aurait donné son nom à l'île Furcy, ce qui est totalement faux. On l'a transformé en symbole de la lutte, au risque d'effacer sa singularité. On voit cette tension dans les projets de films, où le rôle de Furcy est souvent confié à un acteur noir. C'est un choix symbolique fort. Qui le connecte à une histoire plus large de la diaspora africaine, bien sûr. Mais qui entre en collision directe avec la réalité historique. Toute sa stratégie reposait justement sur le fait de ne pas être identifié comme noir d'origine africaine. C'est l'éternel débat entre la mémoire qui a besoin de symboles et l'histoire qui a le devoir de restituer la complexité. Et ça nous laisse sur une amère interrogation. Quand une figure historique devient un symbole de justice aussi puissant, jusqu'où peut-on adapter la vérité pour servir la force du mythe ? Faut-il privilégier le récit inspirant, même simplifié, ou la réalité complexe de l'être humain avec ses contradictions qui finalement nous en apprennent peut-être encore plus ?